Bonjour, Bouchra Manaï. Bonjour. Alors, merci donc d'accepter d'accorder ce court entretien pour le secteur Vivre Ensemble à moi et à ma collègue Elodie Ecobella. Donc, dans le sillage de ce que tu fais et dans le type d'intervention qui est la tienne et dans le contexte de Montréal-Nord en particulier et que tout le monde connaît parce que c'est largement couvert par les médias. Donc, nous dire peut-être dans un premier temps comment situer ton travail et l'implication qui est la tienne, à quoi elle se rattache. Oui, alors de ma position à Montréal-Nord, dans le fond, elle est au cœur de l'action en ce moment et je travaille pour l'organisme Parole d'Exclus, qui est une organisation qui existe depuis près d'une quinzaine d'années, qui, dans le fond, travaille spécifiquement dans les quartiers urbains où peuvent se concentrer et de la défavorisation et des espaces de concentration de la pauvreté. Et le pari de l'organisation, ça a été de se dire qu'il fallait se rapprocher de celles et ceux qui vivaient les diverses formes d'exclusion et la pauvreté d'une manière générale pour les outiller, pour les accompagner dans l'élaboration de projets collectifs afin justement de participer à une certaine libération d'un certain système qui peut être très problématique pour eux. Et donc, à Montréal-Nord, on travaille sur deux sites différents. Donc, on travaille sur le site qui s'appelle La Pierre, qui est dans l'ouest, et un site qui est autour de la rue La Pierre, qui est plus dans le nord-est. Donc, ce quartier très dense dont on a beaucoup entendu parler dans les derniers jours. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est de la mobilisation citoyenne pour faire émerger des projets collectifs. On participe évidemment à toutes les concertations locales et on essaye d'avoir d'apporter la voix citoyenne dans ces espaces de décision et de concertation. Mais surtout, on a aussi tout un volet de recherche-action. Et l'objectif, évidemment, c'est de documenter les réalités, souvent de façon ethnographique, pour faire en sorte que la mobilisation et l'intervention soit la plus nuancée, la plus documentée et on va dire, la plus proche des besoins des citoyens. Alors justement, certains acteurs qui interviennent actuellement, qui sont les plus médiatisés, je pense à ceux de Woodstock, mais pas seulement, bon, il y a tout le travail que vous faites. Et justement, toi, comme géographe urbaine, tu étais peut-être déjà armé intellectuellement pour appréhender, ne serait-ce que sur le plan théorique, mais aussi sur le plan concret, parce que tu côtoies ces réalités depuis longtemps. Donc, les formes d'inégalité et d'exclusion qui sont vécues dans ce quartier montréalais. Et est-ce que tu partages les analyses qui présentent justement le quartier de Montréal-Nord comme un quartier périphérique? Si oui, qu'est-ce que ça induit l'appellation périphérique en termes d'analyse en géographie urbaine et spatiale? Mais c'est intéressant comme question. Évidemment, moi, très, très vite, dès les premiers jours, la cloche qui sonnait dans ma tête, c'était justement celle de attention, quartier avec forte densité, attention, quartier avec une très grande mobilité. Donc, les gens, pour aller travailler, pour consommer, ils ont besoin de se déplacer. Donc, il y avait plusieurs signaux qui, selon moi, étaient pas mal au rouge très, très vite, en fait. La question du profil, on en parle très peu en ce moment. Je pense que c'est une des informations qui manque beaucoup. Le profil on va dire, sanitaire ou clinique des gens qui habitent là. On a une concentration d'aînés. Il y a une très grande proportion des Nord montréalais qui sont des aînés, en fait. Il y en a une très grande partie qui est jeune aussi, mais il y a beaucoup d'aînés. Et surtout, parmi la population, par exemple, il y a un profil de personnes qui ont des maladies chroniques et qui ont un profil qui les rendait vraiment très vulnérables face au virus. Donc, quand on a certains éléments, justement, la question du risque sanitaire, la question du risque même de sécurité urbaine, hein, à un moment donné, je pense que si la question de la sécurité alimentaire n'avait pas été prise au sérieux très, très vite et comme il le fallait, on aurait pu avoir on va dire, ça aurait pu dévier vers certaines formes d'insécurité ou de sentiments d'insécurité pour les citoyens. Fait en tant que géographe, moi, j'ai vraiment analysé très vite les choses en termes d'intersection des risques, si vous voulez. Et pour des quartiers comme celui-là,
je pense qu'on est vraiment devant l'incarnation de ce que Saskia Sassen appelle au niveau mondial l'expulsion. On est vraiment dans un territoire d'expulsion. On est dans un territoire des expulsés. Évidemment, pas tout le monde, mais ceux qui sont les plus vulnérables face à cette pandémie sont soit les expulsés du monde, par exemple, qui ont dû vivre une immigration, donc les expulsés internationaux, qui se retrouvent très localement concentrés à cause des réseaux en fait, qui se sont mis en place historiquement. Donc, par exemple, les demandeurs d'asile du chemin de Roxham qui se retrouvent à Montréal-Nord. Vous avez cette catégorie-là, mais vous avez aussi, et je pense que là, la question de la racialisation peut expliquer une partie de ce qui se passe à Montréal-Nord, mais elle n'explique pas tout. Une partie de la population qui est vulnérable, c'est aussi la pauvreté structurelle qui touche les populations québécoises blanches, là, dites de souche. Et donc là, on a vraiment plusieurs formes, si vous voulez, de précarité qui font le lit, si vous voulez, d'une réception potentielle de la contagion qui était honnêtement pour moi un scénario catastrophe très prévisible. L'organisation pour laquelle je travaille, on a quand même alarmé assez vite les autorités publiques. Je vais peut-être juste dire que pour moi, il a été un peu dommage d'attendre une surmédiatisation de la question pour pouvoir avoir des actions très, très claires, des cliniques de dépistage, une façon d'outiller les citoyens avec des produits, des masques, etc. Donc, pour moi, il a été un petit peu dommage alors que ça aurait dû être prévisible. On a quand même le territoire qui est le plus touché à Montréal, donc au Québec et donc au Canada. D'accord. Donc, comme tu viens de très bien l'exposer, j'aime bien la façon dont tu ramènes l'élément de la migration et de la géographie de migratoire. Donc, c'est très intéressant la façon dont tu l'exposes. Peut-être l'autre question pour aller vite, parce que j'ai tellement d'éléments à aborder, c'est la question de ce qu'on appelle un peu la vulnérabilité différentielle de notre société, ses capacités inégales à porter secours. Alors justement, qu'est-ce que tu observes sur ce plan dans ton milieu, justement en prenant appui sur ce que les gens vivent et qui renvoie justement à des enjeux de nature systémique et institutionnelle, Ouais. parce qu'il y a énormément d'enjeux que tu abordes ici et que tu as sans doute déjà relevés, ne serait-ce que dans le cadre des mémoires que vous avez sans doute eu, que je n'ai pas lu malheureusement, mais je suis presque sûr que ce sont des enjeux que vous avez déjà abordés dans le mémoire que vous avez déposé dans le cadre de la consultation, par exemple, sur le racisme systémique. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau et qu'est-ce que vous saviez déjà? C'est beaucoup d'éléments. Comme je viens un peu de le mentionner, la question de la racialisation et la question de la défavorisation éclairée ou prise quelque part sous le projecteur de la pandémie révèle beaucoup d'enjeux. D'abord, il y a vraiment la question, on va dire, de la défavorisation économique, là, ou en tout cas des conditions socio-économiques dans lesquelles les gens vivent. Et là, j'inclurais évidemment les conditions de travail, donc les conditions du travailler et les conditions de l'habiter. Et ça, ces deux éléments-là à Montréal-Nord montrent par exemple comment une catégorie de la contagion, et je pense que c'était quelque chose comme 23% qui ont été documentés par la Direction régionale de la santé publique, dans le fond, des vecteurs de contagion, entre guillemets, qui étaient dus à des travailleurs de la santé. Mais on ne parle pas des médecins, là. Hein? On ne parle pas des médecins. On parle de travailleurs qui sont, dans le fond, les travailleurs dits essentiels, clairement essentiels, mais qui sont en première ligne sur le front. Ils sont clairement sur un front de guerre. Et ces catégories-là peuvent, du coup, habiter dans des espaces très, très denses. Donc là, ce qui est systémique, c'est quand vous êtes la chair à canon de la société, où est-ce que vous habitez? Est-ce que vous habitez dans des espaces denses? Si oui, si vous habitez dans des multiplexes, ça veut dire qu'il y a une possibilité de contagion qui devient
exponentielle. Les multiplex, tu veux dire les blocs à appartements, là. Exactement, exactement. Donc, dans des habitations très, très denses avec des 6 à 8 appartements. Et ça, c'est on va dire, un des bâtis les plus présents, en fait, dans un quartier comme Montréal-Nord. Évidemment, il y a des maisons unifamiliales, etc. Il y a pas que des multiplex, mais les zones denses sont des espaces de risque de contagion. Je dirais que les conditions socio-économiques sont la chose qui me paraissent, on va dire, montrer la plus grande vulnérabilité face à cette crise. La réalité aussi, c'est que c'est toujours relié aux conditions de santé, à la dignité et aux droits en fait, que les citoyens ont à la santé. Et pourquoi c'est relié? On a souvent évoqué au début de la crise que les espaces denses étaient les problèmes. En réalité, ce sont les espaces denses qui concentrent une pauvreté, qui peuvent par là même concentrer des formes de vulnérabilité physique. C'est-à-dire, si vous vivez une certaine pauvreté, vous n'avez peut-être pas accès à la même capacité de vous soigner, si vous voulez, à la même, le simple fait de se déplacer, par exemple, est-ce que le fait de connaître ce qu'il vous faut pour vous soigner. Et donc, la question des conditions socio-économiques est complètement interdépendante avec le droit à la santé et complètement en lien avec l'accès à la santé. Ça, c'est deux choses qui me semblent vraiment très imbriquées et qui, de façon systémique, pour moi, ressortent avec la crise. Je dirais peut-être un dernier point, parce qu'il y en aurait vraiment beaucoup, très honnêtement, mais un dernier point, c'est toute la question de ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Depuis à peu près une quinzaine d'années, l'organisation avec laquelle je travaille a développé des pratiques très locales, dans le fond, ou une façon de réfléchir la question du système alimentaire pour tous. D'ailleurs, on a toute une collaboration, une concertation qui s'appelle le système alimentaire pour tous que nous menons. Et en réalité, la crise, ce qu'elle révèle, c'est notre incapacité à sécuriser la chose la plus digne aussi pour les humains, c'est-à-dire se nourrir. Et donc, on doit se baser sur les banques alimentaires, ce qui peut être correct, c'est-à-dire je ne suis pas en train de cracher sur les banques alimentaires, on collabore avec eux, on travaille avec certains acteurs locaux qui sont des banques alimentaires, mais ce qui est systémique pour moi là, c'est vraiment le manque de vision sur comment on dépasse cette aide toujours d'urgence, qui est toujours d'urgence, pour concevoir peut-être d'autres formes de survie alimentaire et de sécurisation alimentaire. Et là, je pense que ce que la crise amène, c'est il y a des enjeux de dignité majeurs autour de la santé, autour de l'alimentation, qu'on ne peut pas continuer à nier. C'est-à-dire, on ne peut pas être dans le déni encore longtemps là-dessus. Et sur le plan de ce qu'on appelle un peu la justice spatiale, qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus par rapport au quartier lui-même? Et j'aimerais que tu élabores en 2-3 minutes ta réflexion. De façon spontanée, je conçois. Là, c'est des éléments. Hein. L'objectif de l'entretien est de donner la curiosité aux gens d'aller creuser des notions. Hein. C'est pas de livrer. Tu ne rendras jamais justice à ta réflexion dans ce cas-là depuis le mais si on peut donner des pistes en vue d'avoir des éléments d'analyse plus fondamentaux, c'est ça que j'essaye de soulever avec une question comme celle-là. Pour moi, ce que je viens de décrire, attaché et donc localement positionné dans un territoire, c'est une façon de révéler l'injustice spatiale qu'il y a dans une métropole comme Montréal et dans une province comme le Québec et dans un pays comme le Canada. Ce que j'ai eu tendance à faire dans les dernières semaines, ça a été aussi de me dire que si nous vivions certains enjeux localement à Montréal-Nord, comme Côte-des-Neiges en avait vécu au début de la crise pour d'autres raisons, parce que la contagion était venue d'ailleurs, parce qu'il y a eu beaucoup de voyageurs, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants internationaux. Enfin, il y a une complexité d'éléments qui ont fait que Côte-des-Neiges est devenue un espace de contagion. Mais donc, Côte-des-Neiges a souvent les mêmes caractéristiques socio-démographiques et les mêmes conditions, par exemple, de logement, etc., que Montréal-Nord. Et donc, moi, très, très vite, ce que je me suis dit, c'est on ne peut pas penser cette question-là à l'échelle
du quartier seulement. Évidemment, il faut travailler localement. Évidemment, il faut faire émerger cette, en fait, même pas faire émerger, mais accompagner cette entraide magnifique qui a lieu et qui a cours en ce moment à Montréal-Nord. Mais il faut se raccrocher à tous les autres espaces qui vivent exactement la même chose. Rivière-des-Prairies est devenue une des zones de contagion les plus importantes. Parc Extension a fait révéler, a fait remonter certains éléments. Donc, moi, l'analyse en termes de justice spatiale, pour moi, c'est… et puis d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu aussi passer le communiqué qui a été fait par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse qui ramène un peu ces enjeux-là. Et pour moi, c'est un peu ça ce qui nous rattache. C'est comment se fait-il que nous sommes dans une métropole aussi importante que Montréal et qu'il y a des quartiers pour lesquels nous n'avons même pas prévenu en fait cette contagion. Et donc, cette injustice, pour moi, elle se traduit comme une forme d'angle mort que les autorités publiques ont eu face à certains territoires. Et ça c'est reléguer des territoires à eux-mêmes. Et relégués à eux-mêmes, ils peuvent s'entraider, ils peuvent être très solidaires, mais en même temps, ils ne peuvent pas se relever seuls. Donc, pour moi, la question de la justice, l'injustice spatiale ou de la justice spatiale, elle va de pair avec quels autres acteurs il est possible de se rallier, quels autres territoires il est possible de se rallier pour porter ensemble justement cette inégalité qui est vécue de façon vraiment, je dirais, indigne en fait. Merci, Bouchra. C'est très, très intéressant. Malheureusement, tu n'as pas beaucoup de temps pour livrer d'autres éléments, pour approfondir cet élément-là qui demeure à creuser. Merci de pointer avec toutes les nuances cet enjeu de l'injustice spatiale. L'autre élément, c'est dans les figures de personnes qui sont mobilisées à Montréal-Nord, qui sont souvent des personnes dépréciées, stigmatisées. J'aimerais que tu nous dises un peu à quoi ça donne lieu en termes de réflexion, hein, si tu veux, le type de solidarité, d'entraide que nous voyons de la part de personnes qui sont déjà stigmatisées en termes de dignité, ces enjeux. Qu'est-ce que ça soulève? Ouais. Peut-être ce que j'aimerais quand même dire, c'est que très, très rapidement, très, très, très vite, que les personnes soient impliquées localement, qu'elles soient des professionnels, mais surtout en fait des citoyens qui habitent le territoire. Il y a eu une effervescence qui en fait a été beaucoup plus à l'écoute de ce qui se passait réellement sur le territoire que la plupart des autorités publiques. Et ça, je voudrais vraiment rendre hommage au fait qu'il y a eu une sorte de coussinet ou en tout cas de filet qui s'est vraiment mis en place dans beaucoup de secteurs. Et plusieurs types on va dire, de citoyens se sont, je pense, mis en valeur ou en tout cas ont émergé. Évidemment, il y a les citoyens qui, par exemple, juste parce qu'ils possèdent une voiture, sont devenus des citoyens relais, par exemple, pour les professionnels avec qui je travaille, et qui allaient chercher à manger à Saint-Henri pour des gens et pour redistribuer, parce qu'au départ, par exemple, les banques alimentaires ont fermé, en tout cas la grosse banque alimentaire a fermé pendant quasiment 3 semaines à Montréal-Nord. Et donc ça a imposé en fait aux gens une espèce de réorganisation très, 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 très rapide. Et d'inventivité. Complètement, vraiment. Et donc, posséder une voiture devenait, on va dire, une sorte d'outil absolument merveilleux. Vous avez aussi toutes ces personnes, par exemple, qui connaissent leurs voisins. Et parce qu'elles connaissent leurs voisins, elles peuvent être le réceptacle de leurs besoins et du coup de les restituer aux organisations et à des professionnels comme, par exemple, les gens de mon équipe. Vous avez aussi des citoyens qui ont vraiment voulu rendre service, on va dire, beaucoup plus occasionnellement, qui ne sont pas dans des voisinages, mais qui vont à l'occasion ramasser de l'argent, composer par exemple de l'aide alimentaire pour 150 familles et aller faire eux-mêmes la distribution. Et vous avez aussi une autre catégorie de citoyens que moi j'appelle la génération Freddy, qui pour Freddy moi est née juste… Oui, exactement. Okay. Pour moi, la génération Freddy, c'est la brochette d'acteurs qui est née justement on va dire du soulèvement suite à la mort de Freddy Villanueva il y a un peu plus de 11 ans.
qui est devenue aujourd'hui comment dire, une catégorie d'acteurs, soit impliqués dans la gauche, soit dans les syndicats, soit qui font des doctorats, soit qui sont en sociologie. Et donc, tous ces acteurs-là, qui pour la plupart habitent le territoire, sont aussi impliqués dans les organisations communautaires locales. Évidemment, on pense à Woodstock, mais on pense aussi à certaines personnes qui sont à la table de quartier ou à la table jeunesse, etc. Et donc, en fait, leur présence au sein des instances et leur présence dans les organismes a fait aussi qu'ils devenaient des relais vraiment très porteurs, en fait, des réalités locales, mais aussi, ce sont des acteurs qui ont une capacité à mobiliser les médias. Et cela a été quand même très utile dans les 2 dernières semaines lorsqu'on se trouvait encore devant une augmentation des cas d'infectés sans encore de proposition de dépistage, alors qu'on est à 1h30 en autobus enfin, on était donc à 1h30 en autobus de la clinique de dépistage qui était au centre-ville. Donc, ça pour dire que cette catégorie d'acteurs, elle est capable de mobiliser le médiatique, par exemple, autant que le politique, et ça a eu ses effets. L'espèce d'appel d'air médiatique a permis, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'inciter les pouvoirs publics à agir un peu plus serré, là. Cela dit, il faut le dire quand même, il y a un effet à cette surmédiatisation, et l'effet, c'est la stigmatisation du territoire qui est déjà stigmatisé. Et donc, ce qu'il est regrettable d'avoir à faire, c'est de faire appel à un projecteur extérieur pour que, autant au niveau municipal que provincial, que fédéral, que très local, les autorités publiques soient un petit peu plus sérieuses. Je ne dis pas qu'elles n'étaient pas sérieuses dès le départ, mais la concordance entre les besoins, la gravité de la situation et on va dire les actions semblaient un peu encore… et puis, il y a une catégorie d'acteurs que je vais quand même nommer parce que je pense que c'est vraiment très important. Dans le fond, il y a beaucoup de gens qui parce que leur expérience de vie fait qu'ils ont connu des crises, ils ont connu des guerres, ils ont connu… En tout cas, ils ont connu cette… Il y a un potentiel d'expérience qui est déjà là. Exactement, ce devoir d'adaptation. Et je dirais que c'est même venu de personnes dont je n'aurais jamais soupçonné cette capacité-là et qui étaient au rendez-vous pour les gens, avec les gens, pour aller chercher de l'argent, pour aller investir de l'argent, pour financer des projets d'alimentation, enfin, etc. Et ces acteurs-là, ils ont permis aussi justement on va dire, d'alimenter cette entraide qui était naturelle, mais qui avait besoin aussi parfois d'être accompagnée. Justement, Bouchra, ce qui est intéressant dans ce que tu soulèves et qui est très, très, très riche, c'est de voir un peu les potentialités insoupçonnées de la société. Et ces potentialités insoupçonnées, comment est-ce qu'elles se mobilisent, elles se révèlent pour répondre à des besoins qui sont justement inédits. Et je vois que ça bouscule aussi justement les schèmes très utilitaristes à travers lesquels on pense l'utilité migratoire. Là, on voit que ce sont des populations, j'ai considéré parmi les moins utiles justement, qui sont paradoxalement celles qui sont le mieux outillées précisément à cause de ce bagage d'expérience. Ouais. Dans le fond, ceux qui sont considérés par l'ancien monde, j'espère que le monde d'après sera nouveau. Espérons-le. Mais c'est ça, ceux qui sont considérés comme, en fait, les invisibles, c'est-à-dire les invisibles qui ont peut-être parfois peu accès à toutes les plateformes, à toutes les façons avec lesquelles on peut s'organiser de façon formelle. Je pense qu'il était temps qu'il soit reconnu. Maintenant, la reconnaissance, c'est une première étape. On le sait bien, la reconnaissance ne suffit jamais. Là. Il faut une forme de redistribution pour ces gens. C'est ça que ça veut dire. Ce que leur
si on reprend le vocabulaire très guerrier qui a été utilisé par le président de la République française, comme quoi le virus était une façon d'être en guerre, pour moi, ces catégories de travailleurs sont clairement, en fait, sur le front de guerre. C'est-à-dire, quand on risque sa vie comme ça peut pas être, l'image ne peut pas être différente. Puis, non seulement on doit leur dire merci, mais je pense qu'on doit reconnaître, les conditions dans lesquelles ils travaillent et ils doivent plus travailler. Et donc, il y a une forme non pas seulement de compensation financière, mais aussi de reconnaissance, par exemple. Il y a plusieurs mouvements qui incitent en ce moment à reconnaître les sans-statut parce qu'ils risquent leur vie. C'est-à-dire, en fait, le fait qu'ils n'aient pas de statut, on s'en fout. Ils sont en train de risquer leur vie pour travailler et pour livrer à manger, pour s'occuper de personnes âgées, etc. Donc, pour moi, il y a vraiment comme une lumière qui a été mise sur... c'est un peu ce que disait Saskia Sassen à l'époque dans un vieux texte de géographie urbaine. Elle disait à l'époque, pour que les villes existent, il faut aller vérifier ceux qui occupent le métro entre 4 heures et 7 heures du matin. Et c'est ça qui se passe avec cette pandémie. C'est qu'aujourd'hui, là, on sait qui prend le bus pour aller travailler dans des CHSLD en dehors de Montréal et qui risque sa vie parce que dans l'autobus, ils sont plusieurs et qu'ils sont déjà contaminés et qu'ils se contaminent entre eux. Donc, et l'idée, encore une fois, c'est pas de les voir comme les vecteurs de la contagion, mais comme les victimes même, en fait, de notre système qui ne les a pas protégés, en fait. Et donc, on a un devoir de protection, on a un devoir de reconnaissance envers eux. Et peut-être juste pour terminer avec un élément qui me semble vraiment primordial et qui revient à ce que ça veut dire l'entraide, c'est que, et là je vais faire une petite mention à l'entraide, mais dans les milieux hostiles, si on en revient à la théorie, dans les milieux hostiles, ceux qui survivent sont ceux qui s'entraident. Et en ce moment, je pense que ce qu'on est en train de montrer, c'est que les métropoles sont probablement cet espace hyper international qui accueille des trajectoires absolument éclatées, fragmentées, fascinantes, mais c'est aussi l'espace dans lequel il faut laisser se générer et se régénérer ce besoin d'entraide et cette entraide qui se fait très naturellement et qui, petite boutade sur le gestionnariat néolibéral, et qui ne peut pas, cette entraide-là, elle ne peut pas être catégorisée dans des tableaux Excel puis dans une espèce de planification des institutions. Il y a des choses comme ça que l'humanité est capable de faire parce que justement, elle ne calcule pas ce qu'il est possible de rentrer dans une case. C'est vraiment cette entraide que je souhaiterais mettre en lumière. Tu peux remettre en exergue le livre de Maury Bookchin que tu voulais... De Kropotkin. Kropotkin, pardon. Ouais. Alors, c'est l'entraide un facteur de l'inclusion, c'est ça? De l'évolution. De l'évolution, c'est aux éditions? C'est aux éditions Éco-Société. Et puis, voilà. Expulsion. De Saskia Sassen. Voilà. Avec une version montréalaise à venir. Parce que la promotion pour Saskia Sassen est faite. Merci infiniment, Bouchra Manaï. Avec plaisir. Et puis, espérons que les éléments que tu donnes ici cesseront de faire un profil bas sur la situation qui est vécue malheureusement par les populations. Et c'est une contribution à notre juste échelle et mesure. Et puis, je tiens, au nom de tous mes collègues, à te remercier pour cette énième collaboration très appréciée, très compétente et véritablement très riche en termes analytiques, mais surtout une analyse tirée du terrain et d'une expérience au plus près des réalités que vivent les personnes concernées. C'est ça qui nous touche vraiment dans ta contribution d'aujourd'hui, comme celle de nombreux autres dans le passé. Merci encore, Bouchra. Merci à vous de mettre les lumières sur ces territoires.